Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose de démarrer. Merci de nous avoir rejoints. Je suis vraiment ravi d'animer cette session. J'ai fait quelques webinaires ces derniers temps. On n'était pas si nombreux, donc je suis vraiment très content qu'on ait pu rassembler une telle audience pour cette session. Donc, on va parler aujourd'hui de CJ de Retail UR. Donc, on fait ça dans le cadre d'un certain nombre de sessions d'information auprès de nos chers clients. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne dois pas en avoir beaucoup aujourd'hui. Je suis Laurent Fauvard, je suis architecte solution et je suis dans l'équipe pre-sales de Cegid dans la BU Retail. On va aujourd'hui euh, avoir un petit chapitre d'introduction. Alors, je vais vraiment revenir sur un certain nombre d'éléments basiques pour mettre tout le monde à niveau, mais je pense que je vais passer assez rapidement au vu des participants que j'ai pu constater aujourd'hui. On va revenir sur les nouveautés. Alors, toutes ne sont pas des nouveautés, mais là aussi, on va revenir un peu en arrière pour remettre tout le monde à niveau. Et puis, évidemment, parler donc des éditions 2020-2021 avant de basculer sur la roadmap et de garder un petit slot à la fin pour parler, pour échanger avec vous et aborder vos questions. Du coup, un petit rappel sur ce que fait aujourd'hui, ce que représente la gamme CG de Retail UR. Donc, on a un certain nombre de modules. Un premier module qui est de Master Data Management, qui permet évidemment de consolider ou de référencer d'ailleurs des données de produits, de réseaux, etc., etc. On va voir aujourd'hui aussi comment on positionne souvent UR dans un paysage applicatif élaboré, on va dire. Il y a évidemment un module CRM, donc qui joue souvent comme le rôle de référencer le client unique, qui a la capacité à mettre en œuvre une stratégie de fidélité et de prendre en charge toutes les mécaniques d'offres et d'animation. On a un module autour de tout ce qui est pilotage des stocks, et donc qui là aussi permet souvent de consolider les stocks magasins, par exemple, au travers d'un certain nombre de lieux de stock, de niveaux de stock et ainsi de suite. Un bon gros cœur omnicanal qui est vraiment important, qui était pas mal déployé chez nos clients et qui a vocation donc de référencer les commandes, les réservations des clients finaux, voire d'aller sur d'autres types d'interactions comme des listes de cadeaux. Donc là, c'est vraiment un moteur intéressant dans la mesure où il permet de prendre en charge tout le cycle de vie des documents de vente et de traiter aussi les paiements dans une logique omnicanale et des alertes auprès des clients, auprès des vendeurs, de prendre en charge la facturation aussi des commandes web, par exemple, et un peu d'optimisation de mise à disposition. Ce n'est pas un orchestrateur de commandes, mais ça peut permettre d'optimiser la mise à disposition de commandes web qui sont servies en magasin. Un module sales qui permet justement de faire le pilotage, qui parfois prend en charge la partie promotion quand on vient en complément d'un ERP, mais aussi le pilotage du setup et l'audit de la situation de caisse. Et après, il y a tout le frontal, tout le front digital, avec, et on va le voir, et une déclinaison, on va dire, historique avec notre bon vieux WinStore, et des nouveautés plus digitales qu'on va redécouvrir ou redécouvrir ensemble. Donc, si on met ça en image un peu plus, avec, une situation classique aujourd'hui chez nos clients. On a donc, notre socle UR, qui peut donc dérouler un certain nombre de modules qu'on vient d'évoquer ensemble et qui, donc pilote notre, WinStore historique, qui peut aussi proposer un environnement, de gestion de back office, donc en mode connecté. Alors là, on a la possibilité soit de le mettre dans WinStore, soit de le mettre dans cet UR back office. Donc WinStore, pour rappel, donc une architecture historiquement locale, mais qui est de plus en plus connectée et temps réel avec une approche UR. C'est important parce qu'on a quand même pas mal de clients qui ont Storland aussi, et donc qui permet pas d'avoir ce côté temps réel que l'UR va permettre d'apporter, y compris dans WinStore. Donc un point important, et grâce à UR, on est capable aussi de déployer, beaucoup plus de mobilité sur le front avec UR Post qu'on va redérouler rapidement aujourd'hui, et aussi sur le back avec Inventory Tracking, dont je dirai un petit mot également. Donc une architecture vraiment,
orienté service, donc qui va permettre de publier les API et donc de publier cette logique métier, pour les composants Cegid ou pour les composants non Cegid, typiquement le site web, mais pourquoi pas d'autres types d'applications. Alors, ce qui est intéressant pour des clients qui ont Storeland, c'est dommage, on a raté la petite animation. Comment je peux faire? Peut-être si je fais ça. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et là, on fait waouh! Et là, fait un petit effet de zoom pour montrer comment on peut venir justement plugger un UR, entre l'environnement magasin et donc les caisses et potentiellement la mobilité et notre Storeland, pour, finalement laisser Storeland jouer son rôle entre guillemets «d'ERP», pour ceux qui l'utilisent comme tel, donc sur le référencement des produits, sur les achats, sur le réassort, le négoce et le suivi de fabrication. Et donc d'apporter justement cette dimension omnicanale digitale et pour être beaucoup plus se rapprocher sur une logique beaucoup plus apaisée et temps réel. Donc là, c'est intéressant pour des clients qui ont Surland. Après, chaque situation est particulière et on serait ravis de pouvoir l'aborder avec vous. Voilà, je continue d'avancer un peu rapidement. Ça m'a paru intéressant de partager avec vous des exemples assez classiques de comment UR a été mis en place chez nos clients. Donc, assez souvent dans des logiques de groupe maintenant multi-enseignes, qui ont permis justement de mutualiser sur, un environnement UR le pilotage des différentes enseignes. Donc qui vient en complément d'un ERP, et qui du coup va prendre en charge au centre là un espèce de middleware qui permet de gérer souvent le CRM et le fameux RCU qu'on évoquait tout à l'heure, l'animation commerciale et ainsi de suite, et donc d'être en relation directe et temps réel avec le front, mais aussi, les environnements e-commerce, marketplace et cetera. Donc c'est un exemple maintenant qui est devenu assez classique de l'implémentation, du VR, chez nos clients. Continue d'avancer rapidement. Alors, rapidement, là aussi, puisque je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler pas mal avec vous ces dernières années, parce que ça fait pas mal d'années, ça fait quelques années maintenant qu'on a changé notre stratégie de version du R pour aller dans une logique donc plus éditeur. Et à vrai dire, j'ai pas eu beaucoup de plaintes vis-à-vis de cette démarche, pour pas dire que ça correspondait vraiment à une de vos attentes. Là où avant, on était quand même sur une version quasiment par client, on est sur quelque chose de beaucoup plus rationnel aujourd'hui. Donc cette nouvelle gestion du versionning doit nous permettre aussi de vous apporter beaucoup plus de qualité, avec des campagnes de non-régression. C'est assez mathématique finalement, au moins on a des versions, au plus on est efficace sur nos tests de non-régression, qu'on continue d'automatiser le plus possible. Donc dans une logique, on va le voir juste après, de life cycle policy où on a des versions qui sont maintenues, des versions qui ne sont plus maintenues. Là, il y a rien de coercitif dans tout ça. Pour autant, évidemment, on vous incite à passer sur des versions récentes et dans une logique de passer plus rapidement à des versions pour que les efforts de migration soient moins difficiles. Et qu'on soit plus dans les épisodes un peu, un peu touchy qu'on a pu avoir il y a quelques années. Je pense à un certain nombre d'entre vous, il faut bien reconnaître aussi de là où on vient, avec, des passages pour la loi de finances qui ont été parfois un peu difficiles. Donc on est sur quelque chose où on vous incite évidemment avec notre accompagnement, à passer plus régulièrement sur les dernières versions, dans une logique quand même très positive. Donc, ça a aussi nécessité un certain nombre de travaux chez nous. On a changé aussi nos outils, on est sur des choses qui sont beaucoup plus facile de pilotage, notamment sur des workflows de validation de code et cetera, sur des outils de validation automatique et cetera. Donc on est de plus en plus, on est toujours évidemment très très à l'écoute par rapport à tout ça, et on modernise régulièrement nos outils par rapport à ça, et on est en train maintenant, avec les dernières versions logicielles dont on parlera tout à l'heure, à avoir la capacité de valider non seulement la partie métier, mais aussi la partie visuelle de manière automatique. Tout ça pour nous emmener tranquillement dans une logique de SaaS. Voilà, donc on a aussi bien sûr une version à peu près majeure par an avec un vocabulaire qu'on a adopté de RC pour Release Candidate et de RTM pour Ready to Market. Donc on délivre une version qu'on va mettre en pilote chez quelques-uns d'entre vous et on les remercie de participer à cet effort, collectif, et pour au bout d'un certain temps, les passer en RTM, donc avec la capacité là de la déployer à plus grande échelle. Donc, on vous réexpliquera là où on en est aujourd'hui par rapport à tout ça. Voilà, alors, la life cycle du R,
Elle est celle-là, donc on l'a republiée récemment sur Série Life, donc ça, c'est la dernière version qu'on partage avec vous, donc c'est important de savoir où vous en êtes en termes de version pour savoir, ce qui est maintenu, ce qui est plus maintenu. Alors, maintenu, ça veut dire quoi? Concrètement, les versions maintenues, on reporte les correctifs dedans. Donc quand on trouve une anomalie, on va évidemment la traiter dans la version courante et dans les versions maintenues. Donc ça vous garantit, grâce à la capacité après à délivrer des versions correctives, d'avoir quand même un niveau, de satisfaction sur la qualité des solutions, ce qu'on ne fait plus sur les versions non maintenues, bien évidemment. Alors, rien à voir avec la fin de support, hein, il n'y a pas d'arrêt de support par rapport à des versions non maintenues. En revanche, effectivement, si vous souhaitez conserver des versions qui ne sont plus maintenues, ça va avoir un impact potentiel sur, les montants des contrats de maintenance puisque évidemment, on cherche à faire en sorte que vous puissiez passer quand même dans ces versions maintenues. D'accord, donc le calendrier, fin de maintenance de l'édition 2020, c'est quelque chose auquel on réfléchit encore. Là, ce sont des dates évidemment prévisionnelles, et on est encore en cours de réflexion justement sur la version qui est en cours, en 2022. En termes de contenu, on va en parler ensemble. À quel moment on va la délivrer, ça reste encore un petit peu ouvert. Voilà, alors un petit mot sur Storland. Je pense que vous êtes aussi quelques-uns aujourd'hui à avoir des Storland dans la nature, si je puis dire. Donc là aussi, une life cycle avec des fins de maintenance qui sont connues. On essaie de faire un effort de communication vis-à-vis de vous pour que vous puissiez être informés. Et donc on a des campagnes quand même assez actives de sensibilisation par rapport à ces problématiques. Donc là aussi, il y a des versions qui sortent régulièrement. Alors sur Storland, il y a quand même des évolutions, il y a assez peu d'évolutions légales. En revanche, on essaye quand même de faire évoluer les composants sous-jacents, en particulier Oracle évidemment, et tout ça concourt évidemment, au plus on est sur des versions récentes, au plus ça va dans le sens de la sécurité qui est devenu quand même un maître mot. Malheureusement, il y a eu un certain nombre d'exemples assez fâcheux, sur le marché, par rapport du hacking qui a été constaté, qui a pu, d'ailleurs, immobiliser assez fortement un certain nombre d'entre vous, malheureusement. Donc, on est évidemment extrêmement sensibilisé à cette problématique et mobilisés pour pouvoir apporter des versions qui soient les plus sécurisées possibles. Alors, un petit mot pour ceux qui utilisent les web services autour de Torland, qu'on appelle aussi e-retail. Donc il y a plus qu'une version qui est maintenue, ça c'est important. Là aussi, parce que les anciennes versions sont associées à des niveaux de composants assez obsolètes et donc là, il y a un risque potentiel de faille qui est un peu significatif quand même. Donc on vous incite évidemment là aussi à passer sur la dernière version. Voilà pour ce point-là. Alors un petit mot sur la life cycle de Windsor. Là, vous savez aussi que, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, parce que là, on ne fait les corrections que dans la dernière version. On est sur des choses qui sont quand même très, très sécures. Heu et donc c'est une version qui continue d'évoluer, ce qui est surtout intéressant, c'est pas tellement ces numéros de version et leurs dates, puisque là, je pense que vous êtes à peu près tous à jour quand même sur des versions assez récentes. Hem, c'est plus finalement le contenu. Alors là aussi, j'ai repris pas mal l'historique pour, que chacun soit bien up to date. Les grands domaines dans lesquels on a fait des évolutions sur la dernière version, c'est le mode board. Je vais le détailler, ça, parce que c'est un point quand même assez intéressant. Ce sont un certain nombre d'évolutions qui permettent de faire évoluer WinStore dans un environnement de tablette. C'est pas forcément la solution de mobilité qu'on préconise. Pour autant, un certain nombre d'entre vous avaient fait le choix de tester quand même la mobilité au travers de cette opportunité. C'est une opportunité parce que forcément, techniquement, c'est simple à faire. Ça reste un WinStore. Pour autant, la réponse est quand même pas optimale parce qu'on est sur des tablettes, c'est des tablettes Windows et donc qui sont forcément, parfois un peu lourdes. Est-ce que la solution tablette est la bonne pour la mobilité magasin? Les avis sont partagés et j'aurais peut-être du mal à cacher le mien. Voilà et donc sur WinStore, on a fait pas mal d'évolutions quand même sur les dernières années en termes d'UI et d'UX. C'est très intéressant parce qu'il faut quand même se mettre à la page en termes hem, de gestes. On sait qu'on est sur des populations qui quand même manipulent au quotidien des smartphones et des tablettes, donc il faut, en tenir compte. C'est un vrai sujet, de fidélisation des équipes magasins et je pense que ça, c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entre vous. Donc Winstore y participe et au plus on peut réduire l'écart entre ce qui se passe sur des smartphones ou des tablettes et la bonne vieille caisse au mieux on se porte. Et il y a aussi une opportunité finalement pour moderniser un petit peu, dépoussiérer, apporter des messages positifs auprès des équipes terrain. Donc comme on l'a dit, Winstore avec UR est beaucoup plus, ouvert, omnicanal, et synchrone potentiellement.
Et bien sûr, ça vous le savez, on continue d'actualiser, Winstore en termes de localisation, puisqu'il y a régulièrement des évolutions dans un certain nombre de pays. Donc c'est un chantier qui continue. Alors, effectivement, un certain nombre pas mal d'évolutions sur les dernières années. Là, j'ai fait un petit rappel, on va pas rentrer dans le détail. Il y a des fiches de version, si vous êtes intéressés, on peut bien sûr en parler ensemble. Mais c'est un sujet qui est intéressant. On commence à voir apparaître quand même dans le commerce spécialisé de plus en plus de bornes. Moi, j'ai fait un certain nombre de visites magasins ces derniers temps. Donc il y a des acteurs assez significatifs du marché qui le proposent. Le sujet ici, pas de citer vos concurrents, mais et d'ailleurs un certain nombre d'entre vous le font aussi. Donc c'est un sujet, il y a une vraie opportunité aussi parce que finalement c'est très facile à mettre en place parce que ça reste WinStore, c'est le même exécutable. Donc évidemment, en termes de déploiement, de configuration, c'est beaucoup plus simple et surtout, on a un périmètre fonctionnel qui est vraiment intéressant puisqu'on va être capable d'appliquer les actions marketing, les coupons et pas mal de choses de ce type-là, d'appliquer la fidélité. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus qui est vraiment intéressant. Je vous invite à faire des tests si vous avez des projets par rapport à ça et on sera avec vous. Là, il y a le sujet qui est un peu sensible, c'est que la borne, c'est pas un lieu idéal pour collecter de la donnée personnelle, mais il y a des solutions par rapport à ça. Et d'ailleurs, ces solutions sont celles qui ont été adoptées par pas mal d'acteurs du marché, notamment en passant par, directement le smartphone du client et potentiellement une application. Donc sujet, vraiment intéressant également. Alors dans ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, petit rappel sur ce qu'il y a eu dans l'édition 2020 qui a été vraiment, ça je pense que vous l'aviez compris, une édition majeure pour beaucoup, enfin pour nous déjà et pour un certain nombre d'entre vous. Donc là, potentiellement un gap entre un historique de version et cette édition 2020, que vous êtes quand même un certain nombre à avoir franchi aujourd'hui, j'en suis ravi. Et donc avec un certain nombre enfin pas mal de nouveautés fortes. Il y a eu URM Post qui a été quand même une solution mobilité sur laquelle je reviendrai juste après, qui est vraiment une nouveauté importante et intéressante. Toute une refonte de l'UX. C'est aussi la version qui a accompagné le changement de naming, et de version qu'on a évoqué tout à l'heure. Pas mal aussi de dépoussiérage, il faut bien le dire, sur tous les composants et là, c'est vrai qu'avec, depuis quelques années, on a vraiment une tâche, régulière et récurrente, d'actualisation, des composants qui sont sous-jacents à UR et pas qu'à UR d'ailleurs, puisqu'on le fait sur Storland aussi. Donc on a pas mal de choses qui ont été faites. On a pas mal travaillé aussi sur le moteur d'échange de données avec l'intégration d'une fiche IMS, et un travail de fond sur le passage en REST de nos API, hein, qui est un vrai sujet intéressant dont on va reparler tout à l'heure, avec aussi la capacité d'externaliser les batchs. L'idée derrière tout ça, c'est aussi que finalement, puisqu'on veut dans une logique éditeur, il faut qu'on vous donne plus d'ouverture et plus de capacité à être autonome. Là où avant, par exemple, ne serait-ce que pour livrer un batch, il fallait relivrer UR. Donc c'était pas très flexible. On a beaucoup travaillé sur tout ça, de manière à ce qu'on puisse nous se focaliser beaucoup sur des vraies fonctions à valeur ajoutée et beaucoup moins sur du spécifique et en vous rendant idéalement plus autonome. Voilà pour cette édition 2020, donc j'ai pas résisté à l'envie de refaire pardon, est-ce que je vais pouvoir déployer une petite piqûre de rappel sur notre URM POS. Donc, typiquement le catalogue, il y a une vraie fonction de catalogue dans, URM POS avec une navigation à facettes, une recherche par mots-clés et cetera. On accède à la fiche produit qui peut être quand même très riche aussi, qui permet aussi de visualiser mes niveaux de disponibilité avec une logique de présentation par coloris, par taille, par aussi lieu de stock. Donc, est-ce que moi, je peux proposer un produit, qui se rapproche de ce que ma cliente cherche si je suis en rupture? Si je ne l'ai pas, est-ce que je peux pas le commander sur le web, le réserver sur un autre magasin? Donc, on est vraiment sur un outil qui est un vrai outil d'aide à la vente et une extension de l'omnicanal, de mon moteur omnicanal de tout à l'heure. Donc on est capable de prendre la commande, gérer aussi bien sûr du libre service. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un outil d'aide à la vente, mais un vrai outil d'encaissement qui va, me permettre d'aller jusqu'au paiement, de prendre la carte, de partager d'ailleurs mes périphériques avec la caisse quand c'est, pertinent et ainsi de suite. Donc tout ça packagé directement plugué à UR avec, bien sûr toute la dimension relation client, la recherche du client, la capacité bien sûr de visualiser la fiche du client, son historique d'achat,
de manière, soit globale, soit détaillée, d'interagir sur les achats précédents, donc de faire l'enlèvement d'une commande, de procéder à un retour. Donc, on a une profondeur fonctionnelle qui est quand même très, très intéressante et donc on a aussi un certain nombre de déploiements significatifs avec cette solution, qu'on a continué de faire évoluer. Alors pour poursuivre, on a aussi bien sûr un certain nombre de choses qui ont été faites autour de ah bah, ça c'est sympa, c'est ma petite vidéo qui se déroule. Comme ça au passage vous l'avez, j'aurais préféré le faire au passage, mais on peut le laisser, ça vous donne une idée. Alors, ce qui est intéressant avec URMPOS, c'est que c'est une des premières solutions qui nous a permis de travailler dans une logique d'UX design. Donc ça, c'était complètement nouveau il y a encore quelques années. On voit bien le résultat entre ça et la version précédente. Je parle même pas de Windsor, où là, ce sont vraiment des spécialistes de l'ergonomie qui ont fait des prototypes. On est allé les tester en magasin. Ça, c'est clé aussi, c'est qu'on ne s'est pas contenté de travailler en labo. On est allé tester les résultats auprès des équipes magasins. On a évidemment tenu compte de leur retour pour itérer de cette manière-là et pour avoir une solution qui soit vraiment la plus fluide possible et la plus intuitive pour les équipes magasins. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, alors là, pareil, inventory tracking, alors c'est un petit peu particulier. On est sur un contexte où cette solution était préexistante. Elle est connectée aujourd'hui déjà à Y2 depuis pas mal d'années. Donc cette solution qui prend en compte plutôt les opérations de stock en magasin est disponible sur PDA et sur iPhone d'ailleurs aussi. Et on a commencé à la connecter sur UR. Alors, on l'a fait sur la V1 d'inventory tracking. On n'a pas reporté ce travail, d'interaction sur la V3 actuelle, d'inventory tracking. C'est quelque chose qui est sur lequel on n'a pas terminé complètement l'intégration, qu'on peut envisager en mode projet avec, vous, si vous êtes intéressé et en fonction du périmètre fonctionnel, qui pourrait être le vôtre. Donc on est sur les opérations classiques, hein, de réception de colis, transfert intermagasin, retour au dépôt, et inventaire. Voilà, alors passons à l'édition 2021. Donc, on a aussi c'est une édition quand même assez importante puisque, on a, fait pas mal d'optimisation suite aux piètres qu'on a pu avoir sur URMPOS. Donc on a sorti une V2, il y avait pas mal d'optimisation, d'ergonomie, puisque là c'est pareil, le terrain parle toujours aussi et c'est tout ce qui est intéressant sur la fiche client qui a été aussi enrichie et cetera. Donc il y a des petites fonctionnalités qui ont été, ajoutées. Gros travail aussi sur, la disponibilité en SaaS. Donc ça, c'est une des vraiment nouveautés importantes de cette version, et on verra qu'on l'a concrétisé et là aussi donc, on a continué de faire évoluer, les composants sous-jacents. Par exemple, on est passé à Solar 8, qui est intéressant aussi, qui va nous permettre aussi peut-être d'optimiser le nombre d'instances qu'on va pouvoir implémenter. On y travaille encore et on continue d'actualiser aussi tout ce qui est JDK, Tomcat sur des versions, à l'époque mineures et maintenant on travaille sur des versions un peu plus structurantes. On a profité de cette version aussi pour proposer la capacité de déléguer la collecte des données personnelles du client ou de la cliente sur son smartphone au travers de notre partenaire Shareez, donc qui est une émanation de Capensy, hein, pour ceux qui n'ont pas eu connaissance. On a fait différentes aussi améliorations sur tout ce qui est programme de fidélité avec une notion de statut justement qui était préexistante mais qu'on a complétée et dans la logique justement de vous rendre plus autonome, on a développé un outil d'extraction de données, donc qui vous permet de faire des entre guillemets, des requêtes sur la base, et donc d'interroger la base, sans avoir à passer par nous pour obtenir ces informations. Donc voilà un beau petit package. Alors l'édition 2021 a été aussi pour nous l'occasion de commencer à tester, le fameux Live Store dont on parlait tout à l'heure et puisqu'on a fait quelques POC autour de ça et on va plus loin maintenant. Donc si je poursuis. Donc un peu de zoom sur, justement la disponibilité maintenant d'UR en SaaS. Donc ça s'appuie sur le, OCI d'Oracle avec un abonnement donc qui comprend évidemment tout un package, de services. Donc, c'est un engagement sur 36 mois avec évidemment, de notre part, la prise en compte des versions, du déploiement des versions correctives qui est comprise dans l'abonnement, avec donc un calendrier. Aujourd'hui, c'est une offre qui est uniquement proposée en mode dedicated, c'est-à-dire qu'on n'en est pas à mutualiser des environnements pour plusieurs d'entre vous. D'accord? Donc on est sur une offre qui est strictement dedicated parce qu'aujourd'hui, heu,
c'était comme ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre marché UR était encore assez réticent il y a quelques années par rapport à une telle approche et bon, pour des raisons, sans doute un peu regrettables. Les choses ont pas mal changé, alors parce qu'il y a eu les incidents de piratage qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être aussi parce que le contexte économique a fait que, vos équipes IT ont pas mal été, réduites et du coup la pertinence de déléguer, un certain nombre de choses, a augmenté et du coup cette offre aujourd'hui, semble rencontrer, l'accueil qu'on lui espérait. Voilà, donc un certain nombre d'engagements. Il faut savoir que le cloud, hein, c'est quelque chose qui est connu historiquement par Cegid depuis plus de 10 ans, hein, donc là aussi on bénéficie de cette expertise. On a des équipes, hein, qui prennent ça en charge depuis pas mal d'années maintenant. Alors en l'occurrence, elles sont basées à Roubaix. Voilà, donc toujours pour reparler sans rentrer dans le détail des composants techniques qui sont derrière, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un ensemble de tâches de fond qui sont effectuées sur le plan technique, pour aller vers plus de sécurité. Par exemple, sur le serveur de périphérie qui est utilisé par URMPOS et potentiellement par Winstore, notamment pour adresser à Diane. On a travaillé aussi sur la sécurisation avec des signatures au niveau du serveur de périphérique, sur des tests automatiques pour les échanges avec Winstore. Donc tout ça étant dans l'idée d'automatiser le plus possible aussi ces, tests de non-régression. On travaille sur les problématiques d'authentification, parce qu'évidemment, à partir du moment où on passe sur un cloud public, ça nécessite de sécuriser un certain nombre de choses, notamment aussi au niveau du fichier. On est passé en TLS 1.2, par exemple. Heu, voilà et alors le fameux composant WSO2 qui était une brique d'échange entre Storeland et UR, on l'a purement et simplement remplacé pour, être beaucoup plus autonome par rapport à ça. Cette brique qui était un peu obsolète et qu'on a pu donc, remplacer, pour éviter justement d'être tributaire de cette brique qui était, ancienne. Voilà sur cette roadmap technique. Alors, maintenant si on revient justement plus sur ce qu'on a en cours avec le petit disclaimer qui va bien, qui dit qu'évidemment, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une roadmap et que ça peut être amené à changer. Heu, du coup, alors, sur quoi on travaille globalement? Ça, c'est, d'abord évidemment des apports métiers, donc on a fait pas mal sur la mobilité et on continue d'en faire. Il y a toujours cette tâche de fond autour de tout ce qui est techno, hein, donc les upgrades des composants et tout ce qui peut aussi optimiser le SaaS d'UR. Et les 2 étant très liés évidemment, parce qu'évidemment la promesse du SaaS, c'est pas uniquement, de prendre en charge tout ça, c'est de sécuriser beaucoup plus et de mettre en œuvre des moyens, qu'il est peut-être difficile pour chacun d'entre vous d'avoir, individuellement. Et aussi donc le fameux Live Store, donc qui est, on va forcément en parler, cette nouvelle plateforme magasin unifiée, qui va, continuer d'évoluer, et qui va du coup maintenant être proposée avec UR. Donc est-ce qu'on alors on l'a appelé, la dénomination de la version, la date de sortie est pas encore fixée, donc est-ce qu'elle s'appellera 22 ou 23? On y réfléchit. C'est pas forcément le plus important, donc un certain nombre d'évolutions autour du RMPOS, hein, donc certaines sont déjà réalisées, d'autres sont en cours. C'est important pour nous évidemment de continuer à faire évoluer cette solution. Il y a aussi un certain nombre d'améliorations autour des modes de règlement et des choses de ce type-là. Alors, typiquement, on continue aussi de se poursuivre une stratégie, de standardisation de nos API. L'idée étant que plutôt que, nous développions chacun des connecteurs, par exemple sur la carte cadeau avec chacun des opérateurs, c'est plutôt d'avoir un connecteur standard et de vous permettre, vous ou un partenaire, de développer, si je puis dire, le dernier kilomètre, de manière à ce que là aussi vous soyez moins dépendants de nous. Donc c'est vrai typiquement, par exemple avec le support Nexo, où l'idée c'est là d'être capable d'être finalement au niveau de la monétique, de supporter un protocole qui s'est pas mal, généralisé et qui permet donc normalement à n'importe quel monéticien ou d'un partenaire d'interagir avec nos solutions. On est en train de faire pareil avec la carte cadeau et voilà donc c'est démarche, une tendance qu'on va avoir de plus en plus. Après effectivement, comme je le disais, on va lancer le passage en reste de notre moteur d'action marketing
C'est un point important parce que jusqu'ici, il était encore en SOAP et on sait que, ça rend les choses plus complexes en termes d'intégration. Donc c'est un point important qu'on avait mis en stand-by pendant un certain nombre d'années, puisque le contexte économique a fait aussi que on avait un peu moins de projets, de renouvellement, de votre part et du coup, ça, on va le remettre, au goût du jour parce qu'il y en a un peu plus qui arrivent maintenant et ça nous paraît pertinent de vous faciliter l'intégration. Alors, il est temps de parler de notre, live store préféré. Donc de quoi est-ce qu'on parle ici? Donc c'est ce qu'on a annoncé, ce qu'on on l'a annoncé, sur le Paris Retail Week, non pas le dernier, mais le précédent, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc de quoi parle-t-on? On parle évidemment, d'être capable d'adresser un certain nombre de problématiques «nouvelles» entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien quand on va dans les magasins et la plupart du temps c'est vraiment frappant, c'est qu'on a une mosaïque de solutions qui sont pas homogènes et quand on ajoute un nouveau process et en particulier un process omnicanal, finalement on ajoute une nouvelle solution, voire un nouveau device. Pas besoin de réfléchir très longtemps pour se dire qu'effectivement, c'est pas tellement dans le sens de la facilité de prise en main, des utilisateurs et qu'il y a un vrai problème de fidélisation des équipes qui est aussi dû à ça. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour nous de proposer une solution qui soit homogène entre le poste fixe, le poste mobile ou les postes ou les devices mobiles, donc cette homogénéité et qui soit nativement omnicanal. Ce qu'on observe aujourd'hui sur les POS historiques, c'est qu'ils font très bien le POS. On leur a ajouté des fonctionnalités omnicanal, tant bien que mal, et on voit bien le résultat sur le plan de l'UX. C'est pas forcément optimal, pour le dire comme ça. Donc là, on va prendre le taureau. On a pris le taureau par les cornes, on est reparti d'une page blanche. Là aussi, travail d'UX, UI, complètement, on est reparti d'une page blanche. On a évidemment bénéficié de l'historique qu'on avait dans ce domaine-là, mais on a refait des prototypes. On est allé rechallenger en magasin, aussi bien sur la partie mobile que sur la partie fixe et l'idée, c'est vraiment de repenser une expérience utilisateur complète. Donc on va être multiformat, ça c'est clé évidemment. On le verra, je vous ai préparé quelques petites vidéos. On est disponible en cloud, donc ça c'est une stratégie évidemment, qui est forte par rapport à ça. L'idée est aussi, de pouvoir délivrer des fonctionnalités plus rapidement et de plus être uniquement tributaire d'un calendrier comme celui qu'on vient de voir pour UR par exemple, mais d'être capable de déployer en CI/CD. Donc là aussi ça change beaucoup notre méthode de travail et on va être capable, maintenant de déployer, quelque chose de plus intuitif, une solution unifiée. Et alors aussi, un point qui est particulièrement important, parce que ça c'était, heu, on va dire carrément manquant dans la comment dire? Dans l'ADN des cylindres, pour ceux qui ont connu, mais vous êtes quelques-uns, c'est qu'on n'était pas tellement branché extensibilité. C'est-à-dire, le fait d'avoir des points d'entrée dans la solution pour vous aider à venir intégrer des choses qui soient pas faites par nous, voilà, c'était pas dans la culture. Ça, on l'a complètement changé, et typiquement dans Live Store, c'est clé puisqu'il y a une architecture qui s'y prête beaucoup mieux et une vraie stratégie dès le départ qui, de faire en sorte qu'on puisse intégrer des composants non Cegid pour maintenir quand même une homogénéité de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un point important, et parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des domaines sur lesquels on n'est pas forcément légitime. Et typiquement avoir des points d'entrée pour avoir, par exemple, une dématérialisation du ticket optimal ou avec tout ce qui va au-delà de juste envoyer un email, mais avec toute l'optimisation de la communication sur, pourquoi pas, le catalogue produit, sur évidemment toute la dimension paiement et ainsi de suite. Donc, il y a point et typiquement aussi sur un CRM qui soit dans Cegid, il y a plein de domaines dans lesquels, on peut proposer des choses out of the box. On peut et ça peut être intéressant pour vous, de vous proposer aussi des points d'entrée de manière à ce que vous puissiez greffer ou faire greffer des solutions complémentaires. Alors comment c'est possible? On va le voir ensemble, un petit schéma d'architecture. Comme vous le savez peut-être, parce qu'on a quand même pas mal discuté parlé de cette, nouveauté dont on est très fier, c'est que cette solution, elle permet non seulement d'unifier, on pour parler de ce qu'on voit aujourd'hui, WinStore et URMPOS, mais elle permet aussi d'unifier les équivalents côté Y2. Hein, Y2 étant la suite logicielle de Cegid historique.
Et l'intérêt évidemment pour nous, maintenant qu'on a des équipes R&D, unifiées, évidemment de focaliser notre effort de R&D sur cette nouvelle solution de manière à aller plus vite et parce que vous savez aussi que, il y a des nouveautés fonctionnelles, il y a des nouveautés légales. Vous êtes quand même un certain nombre à avoir des vraies problématiques internationales, donc des enjeux de localisation quand même qui sont importants. Ça change tout le temps et au plus on peut être rationnel sur nos investissements, au plus on va vite et au plus on vous délivre des fonctionnalités pertinentes. Donc l'architecture, c'est un bouquet, de web apps, parce que voilà la technologie sur laquelle on s'appuie. Donc multi-OS, hein, ça tourne aussi bien sur, iOS, Android et Windows. Ça tourne aussi bien sur des smartphones que des tablettes, que des pOS, que des PC classiques. Et donc c'est un bouquet de web apps. Un bouquet pourquoi? Parce qu'on a une web app pour le clienteling, une web app pour le cataloging, une web app pour le POS, de manière à assurer quand même un peu de modularité, pas être obligé de systématiquement tout déployer. On sait que forcément le POS, ça va être la brique un peu sensible. Si on peut ne pas la déployer systématiquement, peut-être on ne sera pas plus mal. Et qui font, appel aux API d'Y2 ou d'UR au travers d'une couche d'abstraction qu'on appelle BFF. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est Backend for Front-end. Et donc cette couche d'abstraction, c'est celle qui nous permet de faire, de solliciter à partir du front des, de manière agnostique, et un back-end ou un autre, voire pourquoi pas demain encore un 3e si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour le marché, on y réfléchit. En tout cas, ça rend la chose possible et donc on l'a expérimenté. D'abord, historiquement, en fait, ce Live Store n'adressait que le back-end Y2 et puis depuis donc justement, l'année dernière, on a commencé à venir le plugger sur R grâce à cette couche d'abstraction et à cette capacité finalement de brancher d'un côté ou de l'autre, les appels qui sont, donc exécutés par le front. Du coup, on a, côté UR, c'est bien sûr des API non pas .NET mais, Java qui sont, toujours, disponibles. Et donc cette couche d'abstraction, elle permet justement, aussi d'apporter plus de découplage et potentiellement plus d'ouverture justement vers des composants non civils. En complément de ça, on a des composants locaux qui vont nous permettre et d'adresser les périphériques et d'adresser un mode autonome. D'accord? Donc là, on s'appuie sur un composant qu'on a appelé Install Hub, qui est un peu l'équivalent du serveur de périphérique UR, mais qui a la capacité à réutiliser une technologie qui était historique, côté Y2, et donc d'intégrer des drivers CPOS. Donc c'est vraiment intéressant parce que cette ouverture et cette, compatibilité avec les technologies précédentes nous permettent de bénéficier d'un héritage de drivers développés par un écosystème de partenaires qui est vraiment très intéressant. Donc ça nous permet d'ajouter justement des nouveaux opérateurs de paiement ou ce genre de choses, beaucoup plus facilement qu'on aurait été amené à le faire historiquement. Cette ouverture, elle est vraiment clé dans l'approche de Livestore. Alors un petit calendrier, hein, c'est une démarche, comme on l'a dit, qui a été initialisée, il y a quand même pas mal de temps. Donc d'abord purement Y2, puis l'année dernière, on a commencé à faire un POC sur ER. Pour ceux qui ont pu, nous rejoindre sur Monaco, lors de notre événement Connections de 2022, on a présenté une première version donc de Livestore sur UR. Ça restait qu'un POC. On a continué de travailler sur ce sujet, on a été plus loin et donc là, maintenant, on a lancé les travaux d'un câblage complet, sur ce qu'on appelle encore un MVP. C'est-à-dire qu'on va pas être sur un périmètre complet de l'iStore, mais sur un périmètre, qu'on est, en train de finaliser, en partenariat avec un de nos clients et du coup, ça nous permet de viser une mise en production, sur cette année. Donc les plannings sont encore en train de se caler, mais sur, on va dire, à peu près le milieu de l'année, on l'espère, pour pouvoir mettre en place un live store connecté à UR. Alors, il est temps de voir un petit peu tout ça un peu plus de manière concrète. Donc je vous ai préparé un certain nombre de petits scénarios de présentation. Donc il y en a 4, hein, pour faire quand même de manière assez simple. Donc pour bien comprendre, aujourd'hui, le Live Store qu'on va voir, c'est vraiment un Live Store qui est connecté à UR. Il n'a pas encore toutes les possibilités du Live Store connecté à Y2, parce qu'en fait, on continue d'enrichir le câblage côté BFF.
Donc finalement, ce qui est important, c'est il peut peut-être y avoir une petite ambiguïté en termes de numéro de version. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est principalement au niveau de la BFF, c'est même quasiment exclusivement au niveau de la BFF et un petit peu au niveau de Livestore. On fait quasiment rien côté UR parce qu'il y a déjà toutes les API sont là, puisqu'on utilise les mêmes API qu'URM POS. D'accord? Heu et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du club boosting, on va avoir de l'encaissement, on va avoir aussi de la dimension, client et on va avoir, bien sûr aussi la prise de commande et un certain nombre de choses côté omnicanal. Donc le club boosting, comment dire? C'est le cas d'école, hein, quasiment, qui permet de mettre en place rapidement de la mobilité en magasin. Donc une cliente qui viendrait, qui se renseigne auprès d'une conseillère, qui a son smartphone ou son PDA, qui va permettre et de scanner les produits et d'identifier la cliente et de mettre tout ça en attente parce que, par exemple, elle veut un emballage cadeau, parce qu'elle veut payer en espèces ou ce genre de choses. Alors l'intérêt évidemment, c'est, plus d'interaction sur la surface de vente, mais ça, je pense que vous l'avez déjà tous constaté. Du coup, en vidéo, ça donne quoi? Donc là, j'ai mon petit live store. Alors on va le voir là sur un, s'il veut bien se lancer. Voilà, ça va partir. On va voir donc mon live store. Il est sur un smartphone, hein, donc là, le scan est un peu laborieux, ça passe par une librairie, mais qu'on peut optimiser puisqu'on a intégré une librairie qui s'appelle Scandit, hein, qui permet d'optimiser le scan. Évidemment, si on a un PDA classique, c'est encore plus efficace. Ça me permet de rapatrier les produits scannés dans mon panier, de très rapidement basculer sur l'identification du client. Donc là, je réutilise le composant Solar qu'on utilisait déjà pour URM POS, qui me permet d'accéder à de la donnée client. Et du coup, de voir un certain nombre d'informations. Donc, tout ce qui est connu dans UR va être visible, peut être potentiellement modifiable. Donc on est sur un formulaire qui est d'ailleurs un peu redesigné par rapport à URM POS et qui me permet d'apporter les opérations. Donc le passage en magasin et l'opportunité de corriger, de capter un opt-in, de voir aussi l'historique de commandes ou d'achats précédents avec le détail des, produits concernés. Donc là aussi, là, je viens interroger mon moteur UR avec mon réservoir de commandes et de réservations, et ce qui va me permettre évidemment, d'aller aussi jusqu'à la consultation des données clients avec la situation, de quand date le dernier achat et cetera et cetera. Donc des informations clés. En l'occurrence, je vais switcher sur notre fiche client, voir aussi son historique d'achat. Donc là, on est sur des ventes. Je revois aussi bien sûr son historique d'achat avec le détail. Ça me permet éventuellement d'imprimer un duplicata de ticket. Ça me permettra aussi d'enregistrer un retour, bien sûr, parce que c'est un point d'entrée qui est intéressant pour faire le retour, de l'associer à mon panier et du coup, là, je vais pouvoir enregistrer, par un petit bouton payer en caisse. Donc là, je vais faire une mise en attente classique. Là, mon ticket, il est maintenant en attente dans UR. Je peux même le reprendre dans WinStore. Hein, puisque finalement, un certain nombre de ceux qui, ont testé URM POS, ont aussi mis en place un scénario qui consiste à mettre en attente dans URM POS pour reprendre dans WinStore. Le résultat dans UR, il est le même qu'on parle de URM POS ou de LiveStore et du coup, forcément, ça amène la cliente près de la caisse. La conseillère va pouvoir retrouver le panier. Alors il y a différents critères, mais, généralement, on n'en a pas 50 non plus, on va avoir la petite liste. Alors ce qui est intéressant, c'est elle peut évidemment scanner un ou plusieurs produits complémentaires et du coup, choisir ses modes de paiement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la logique, unifiée, je peux mettre en attente de la caisse aussi vers la mobilité parce que peut-être qu'on a commencé la transaction en caisse et qu'un cas particulier il manque un produit, finalement, c'est peut-être aussi bien que ce soit une conseillère qui reprenne le relais sur son PDA en surface de vente, on peut le faire dans l'autre sens. C'est pas inintéressant. Alors, on va voir le même Live Store, maintenant sur un desktop. Donc c'est vraiment la même chose, hein. Si je le suis dans mon navigateur et que je le réduis, on voit passer du mode smartphone au mode, desktop. Je reprends mon panier, je retrouve mes produits et là, en l'occurrence, je vais faire une recherche. J'aurais très bien pu scanner évidemment, parce qu'on va être capable de scanner le produit. Je fais une recherche sur mon environnement produit. C'est toujours mon Solar qui fait que j'ai des temps de réponse tout à fait sympas. Et du coup, je vois la fiche du produit avec les déclinaisons, coloritage, je vois où j'ai du stock. On y verra tout à l'heure. Alors, les plus observateurs, 174 €. Hop, c'est passé à 56. Là, on a un peu encore d'optimisation. Si j'ai une action marketing qui s'est appliquée, on doit améliorer la visibilité par rapport à ça pour bien mettre en évidence les opérations qui sont appliquées et éventuellement voir les détails. J'ai enregistré mon panier dans UR. Et du coup, là, je peux faire le choix d'envoyer par email, de ne pas imprimer, d'imprimer, et ainsi de suite.
Donc là, on a switché du Live Store exécuté sur mon smartphone au même, qui s'est appliqué sur une caisse, sur un PC, peu importe. Le cas suivant, c'est l'encaissement. Donc là, on va y revenir. Là, c'est plus pour montrer un peu les manipulations, puisqu'on peut très facilement corriger. Donc l'ergonomie, évidemment, le changement d'ergonomie est clé par rapport à ce que vous connaissez des POS classiques. Donc là, je vais reprendre aussi pour la faire rapide un ticket existant et on va voir. Je peux, par exemple, le XS, évidemment, faut pas exagérer. Je vais jamais rentrer là-dedans. Je le supprime. Hop, du coup, le L, j'en prends 2. Je peux éventuellement changer le vendeur. Donc, on est sur des interactions comme ça extrêmement faciles. J'appuie sur la ligne et tout à portée de main, en fait. Donc, c'est extrêmement intuitif. Ça tient compte évidemment du profil utilisateur. Et là, je vais pouvoir faire du multi-paiement. Je prends une bonne partie, l'essentiel en CB. Je vais prendre le reste en espèces. Un bon billet de 20, je valide, j'ai mon rendu monnaie qui reste affiché à l'écran. J'imprime pas, j'envoie par email. Évidemment, si j'envoie par email, j'hérite de l'email connu sur la fiche client et ainsi de suite. Donc là, c'est plus pour illustrer l'ergonomie. Alors, création de compte, là aussi, on va le montrer sur un poste fixe, c'est encore plus pertinent en mobilité, puisque si on est sur une logique beaucoup plus discrète. Donc, on va être capable de rechercher éventuellement le client ou la cliente et de créer en cas de besoin. Donc, ça donne quoi? En vidéo, hop. Donc, je reprends ma situation, je vais chercher mon client. Donc, dès que j'appuie sur le bouton de recherche, par défaut, il part sur l'onglet client. On voit que je ne retrouve pas ma cliente. Donc, le bouton créer qui a été un peu planqué pour éviter justement qu'il crée comme des sauvages, mais il y a des détections de doublons pour jouer à ces cas-là aussi. Donc, on va retrouver mon petit formulaire qu'on a aperçu tout à l'heure en modification. Donc, pouvoir mettre le nom, le prénom. Donc, évidemment, les informations obligatoires sont configurables. Là, en l'occurrence, on va la faire simple et rapide. Ça me permet d'enregistrer ma création. Donc là, c'est déjà dans la base UR, évidemment. On aurait pu, on l'a déjà illustré, aussi déléguer la saisie par une solution Capency ou autre. Et donc là, j'ai la petite, ça c'est une petite pastille de notification aussi qu'on a utilisée là pour dire, voilà, le client est existant, il est éligible, est-ce qu'il va adhérer au programme ou pas? Mais on a aussi utilisé cette pastille pour dire, attention, il y a une commande à enlever ou ce genre de choses. Donc on a cette notion de notification qui est particulièrement intéressante, en particulier dans une logique omnicanal, où on pourrait dire, utiliser aussi cette pastille pour dire, il y a une IRESA à confirmer, il y a peut-être un ship from store à confirmer, etc., etc. Donc, on va beaucoup capitaliser sur cette logique de notification pour optimiser l'interface et l'expérience utilisateur. Alors forcément, quelque chose qui va nous intéresser beaucoup, c'est la commande client. Donc, typiquement, la taille qui est manquante, qu'on ne retrouve pas. Alors, les conseillères, elles font bien leur job, elles essaient de proposer une taille approchante ou un coloris approchant, ça ne marche pas toujours. Donc, des fois, il faut effectivement passer sur d'autres lieux de stock. Là, on va voir aussi que justement, tout le alors on le verra pas forcément, mais j'en profite pour le signaler, la capacité de réserver sur le stock d'une autre boutique, hein. Tous ces process-là sont disponibles également et du coup, là, je suis repassé en mode smartphone. C'est souvent comme ça que c'est quand même plus pertinent. Je recherche, d'abord mon article. Donc je cherche un produit, pas tout à fait au hasard, je vais choisir une taille. Pas de change, j'ai plus de stock sur cette taille. Donc, on voit ici typiquement dans le process que les tailles proches sont proposées. Évidemment, j'aurais pu switcher sur d'autres coloris. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on aperçoit les autres lieux de stock. Donc là, je peux faire le choix. Si ma cliente préfère être livrée à domicile, euh, forcément, il faut identifier un client. C'est logique. Du coup, on reprend mon client. L'intérêt, c'est évidemment soit de consulter, soit de l'associer directement. Et en l'occurrence, je vais devoir compléter ce qui est manquant. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de numéro de mobile. Donc, je vais en profiter pour collecter un numéro de mobile. Il vérifie que c'est correct. En l'occurrence, je n'avais pas fait le job complètement. On corrige, on enregistre. Et ça me permettra du coup d'associer ce client au panier. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer qu'on était capable évidemment de gérer un panier mixte, hein. C'est-à-dire que là, je reprends un bon vieux polo vert qui lui est disponible. J'ai un stock un peu indécent, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai un panier mixte et là, je paye et la compte associée à la commande. En l'occurrence, 60%, c'est la livraison à domicile et le libre-service. Donc là, c'est toute la logique UR qui est réutilisée, hein, et ça serait passé la même chose
avec URMPOS. Et donc là, si je vais dans mon UR en SaaS, je vais pouvoir retrouver et ma commande qui a été passée et mon ticket dans lequel j'ai la compte associée à la commande et le produit retiré en libre service. Ça, on va le retrouver dans mon back-office UR tranquillement. Et on est vraiment donc sur cette approche complètement intégrée. Donc, on a pu illustrer là la dimension omnicanal complètement intégrée. Donc, c'était une démonstration au pas de course. En petite vidéo, on serait ravi d'en faire des plus détaillés. Et il me reste 5 minutes, on est pile poil dans les temps. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y. J'ai vu qu'apparemment, les jeunes des choses dans la conversation. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous démutier pour poser vos questions. Si vous préférez les poser dans le chat, je pense que vous manipulez tous suffisamment Teams pour savoir comment opérer. J'espère que ça aurait été intéressant, en tout cas, que vous aurez appris des choses. Merci, merci Laurent, c'est très clair. Pour ma part, j'ai pas de questions. Pas de questions. Ok, Plutôt, merci. plutôt hâte d'avancer dans ces nouveautés, mais Et nous, donc. Merci pour le commentaire, en tout cas. Ouais, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. Je pense que de toute façon, vous avez tous mon email. Comme c'est une invitation Teams, pour ceux qui ne l'avaient pas, il ne doit pas en avoir beaucoup. Mais si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent, surtout n'hésitez pas. S'il faut aller plus loin dans les présentations, c'était un petit peu survolé au pas de charge, mais on serait ravis évidemment de partager davantage notre avancement et de faire des démonstrations plus détaillées. S'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires sur la roadmap, et surtout n'hésitez pas. On serait vraiment on est là pour y répondre. Alors, sachant que si certains d'entre vous ont des collègues qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui, il y a une deuxième session le 28 à la même heure. Donc, n'hésitez pas à me le dire, je peux les inviter. Faites-moi un petit mail. Je serais ravi d'inviter directement par ces sessions team. On fait pas ça, on fait pas comme ça d'habitude. Vous avez dû remarquer que la session était prévue normalement plutôt fin janvier. Pour des raisons de planning, on a dû la reporter. Du coup, ça nous sommes assez sympa de faire 2 sessions et de vous inviter directement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, profitez-en si certains d'entre vous n'ont pas pu participer complètement, dû s'absenter. Alors, il y aura le replay, évidemment, mais si vous préférez assister à une session en live ou si vous voulez proposer à certains de vos collègues d'y participer, ça sera avec plaisir. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions de dernière minute, encore une fois, de toute façon, vous avez la séance de rattrapage la semaine prochaine. Vous avez tous mon email et vous savez que j'y répondrai avec plaisir. Bonne fin de journée à tous. Merci en tout cas pour votre présence. J'étais ravi de pouvoir échanger tout ça avec vous. merci, bonne fin de journée. Au Bonne journée, revoir. au revoir.